La France lance un cri d'alarme sur le risque de face-à-face, de choc, c'est le mot du chef d'état-major des armées, avec la Russie, et il articule même un horizon à 3 ou 4 ans. Écoutez. Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans 3-4 ans, qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être plus violent. Si nos rivaux, potentiels adversaires, perçoivent que nous consacrons un effort pour nous défendre et que nous avons cette détermination, alors il peut renoncer. S'il a le sentiment qu'on n'est pas prêt à se défendre, je ne vois pas ce qui peut l'arrêter, en fait. Voilà, cette déclaration évidemment qui marque un ton de grande gravité dans les circonstances que nous traversons. Merci Christine Ockrent d'être là. Bonsoir Darius, bonsoir à tous. Je rappelle votre livre, on en reparlera, qui sort aujourd'hui, le Trump de A à Z chez De Noël. Bonsoir Général Yakovlev. Bonsoir Darius. Merci beaucoup. Merci d'être là. Votre première réaction à cet avertissement qui résonne, qui est donné cette fois au plus haut niveau de l'armée et dans un horizon aussi court de 3 à 4 ans. Alors d'abord, les militaires, ça fait 30 ans qu'on dit ça. Donc c'est pas une nouveauté que le chef d'état-major des armées, dise attention, si nous sommes une cible trop tentante, nous serons ciblés. Le général Georges Lain disait le désarmement unilatéral de l'Occident finira par avoir des conséquences. Donc là, le nouveau chef d'état-major des armées, pour moi, énonce des réalités dures, mais pas nouvelle. Maintenant, sur 3 ou 4 ans, l'horizon, comme je ne suis pas très bon pour prédire, je le laisse faire les prédictions. Modestement, je me tiens de... Voilà. Il y a quand même quelque chose de nouveau. Pendant la guerre froide, régulièrement, on se préparait à la guerre, on le faisait. On ne disait pas, ça va être, attention, ça va être peut-être dans 3 ou 4 ans. La menace était permanente. Pourquoi est-ce qu'on a l'armée française qui vient nous dire maintenant, il y a des préparatifs précis. C'est ce dont nous parle chef des armées, et il y a un horizon. Non, mais je crois qu'il y a la dissuasion nucléaire, qui reste active et qui est sans arrêt remise à jour. Et puis, il y a effectivement, comme vient de le dire le général Yakovlev, cette découverte des Européens qu'à force de douter maintenant de la protection américaine, il est grand temps de se réveiller et de construire une défense, si possible, coordonnée. Parce que le vrai problème, on voit qu'il y a davantage d'argent maintenant dans différentes filières, mais le vrai problème reste la coordination ou même la compatibilité d'un pays européen à l'autre entre certains types d'armements. Et quand on voit l'avion du futur, où Dassault ne s'entend pas tout à fait ni avec les Allemands ni avec les Espagnols, je crois. Oui. Voilà, on se dit, les industriels, c'est très bien, mais il y a peut-être un sentiment d'urgence qui devrait être davantage partagé. De quoi parle-t-il exactement ? L'usage de ces mots a été soigneusement pesé. Il est en audition, en commission. Il a sans doute écrit ce qu'il dit quand il dit « La Russie peut être tentée de poursuivre la guerre ». Poursuivre la guerre, tenter. Regardez les guerres précédentes, c'est-à-dire ce que Poutine a déjà mangé. Le président de la République, dans notre émission, parlait d'un ogre. Et quand on fait le film en arrière, Géorgie 2008, il a pris 20% de la Géorgie et l'Occident l'a plus ou moins laissé faire à la fin. Puis, on est en 2014, la Crimée. Il a pris la Crimée, il y a eu des sanctions, mais il n'y a pas eu beaucoup plus de réactions que ça. Invasion de l'Ukraine, 2022... Et 2025, la situation actuelle, dont on comprend que ce sera sans doute le gel de l'occupation actuelle. En réalité, est-ce que l'armée française et les Européens sont en train de se dire « et après » ? Alors déjà, sur le fond de « est-ce que Poutine nous attaquera ou pas ?» c'est dans sa nature. Il faut bien le comprendre. Poutine est l'Occident. Il n'a pas de projet politique comme MAGA ou l'Union européenne. Il n'a pas de projet politique. Il porte le deuil de l'Union soviétique et notre bonheur de vivre sans Union soviétique lui est insupportable. Il a eu cette phrase pour l'Ukraine, que l'Ukraine ne se sente pas russe est insupportable. Donc, il nous hait. Et il nous fait la guerre parce qu'il nous hait. Et comme disait un Estonien que j'avais vu l'année dernière, il disait soit il perd la guerre en Ukraine et il voudra se venger, soit il gagne la guerre en Ukraine et ça lui donnera des ailes. Donc, tant que le poutinisme existe,
on est sur une trajectoire de collision. Est-ce que c'est une menace encore plus grande qu'au temps de la guerre froide? C'est-à-dire, pourquoi ce ton, encore une fois, encore plus échevelé que pendant la guerre froide? Pendant la guerre froide, on n'a pas l'impression qu'on sonnait l'alarme comme ça, comme si c'était... Et parce que Vladimir Poutine a attaqué, il y a 3 ans et demi, l'Ukraine. Et qu'il prétend toujours que c'est une opération militaire spéciale et que le président des États-Unis, vendredi dernier, dans une nouvelle réunion assez orageuse, hélas, avec le président Zelensky, a répété la formulation de Poutine. Il a dit « Ah, mais c'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale ». Et comme j'ai passé plusieurs mois à essayer de retrouver les propos très précis de Donald Trump sur un certain nombre de sujets, d'où l'idée de faire un dictionnaire, à la lettre P sur Poutine, on voit que depuis sa toute première déclaration de Donald Trump en janvier jusqu'à avant-hier, il ne cesse de vouloir en fait séduire Poutine, convaincre Poutine qu'entre hommes forts, testostérone, etc., ils sont faits pour s'entendre. Et à chaque fois, il se fait rouler dans la semoule, et c'est encore, semble-t-il, ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc Donald Trump, vendredi dernier, après tant de guerres et tant de morts dont il se lamente à juste titre, et on ne peut pas mettre en doute sa sincérité à vouloir faire la paix, et il continue de dire « c'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale ». C'est invraisemblable. Expliquez-nous exactement, Général Yakovlev, la puissance de cette armée dont le chef d'état-major dit « le choc peut avoir lieu, avec laquelle le choc peut avoir lieu dans 3 ans ou 4 ans. Rappelons les chiffres que donnait Emmanuel Macron lui-même. 1,5 million d'hommes, horizon 2030. On parle du même horizon temporel à peu près. 1,5 million de soldats au total, 2030. 7000 chars, 1500 avions de chasse. Quelle est, par rapport à l'armée française, par exemple, la taille de cette armée? Les chiffres sont à la fois vrais et faux. Par exemple, la Russie a 2 systèmes de mobilisation, de réserve. Il y en a une, c'est 2 millions d'hommes. La vérité des prix, c'est qu'ils ne sont pas réellement mobilisables. Ils n'ont pas eu de formation militaire, donc ils existent sur le papier. Et les autres, théoriquement, ne sont pas mobilisables en dehors du territoire de la République. Donc, quand on manipule tous ces chiffres, et par exemple, la campagne de recrutement de cette année est largement en dessous de leur objectif. Ils ont brûlé, au premier trimestre 2025, le budget annuel de recrutement 2025. Ils n'y arrivent plus. Donc, quand on monte des chiffres et tout, c'est virtuel, c'est comme si nous, on comptait tous les... Par exemple, moi, j'étais réserviste, vous voyez, comme si on me comptait dans la puissance. C'est le président de la République. Attendez, on ne peut pas dire à la fois, on est inquiet, le président de la République donne ses chiffres, et vous venez derrière nous dire, oui, mais en fait, bon, ces chiffres... Comprenez que ceux qui nous écoutent, moi, je ne sais pas, oui, c'est vous le spécialiste, mais ceux qui nous écoutent ont souvent l'impression qu'on dit, le lundi, l'armée russe n'est pas si forte que ça, et le mardi, attention, dans 3 ou 4 ans, il faudra être prêt à une guerre très importante. Alors, parlons des facteurs de force et de faiblesse de l'armée russe, mais sans focaliser sur des chiffres qui sont contestables. Vous parlez de quoi comme main-d'œuvre, etc. Les chars, c'est quel modèle de blindés, gna gna gna. Les forces de l'armée russe, oui, c'est une grosse armée. Je ne veux quand même pas dire que c'est une petite armée. Non, c'est une grosse armée. Et elle est en train d'apprendre de la guerre. Elle le montre, elle est à bonne école avec les Ukrainiens. Donc c'est une armée qui apprend, qui est en train de revoir son corps doctrinal et qui dit ouvertement, quand la guerre sera finie, celle-là, l'opération militaire spéciale, pour reprendre l'expression de Trump, eh bien, on va se mettre au clair, on va refonder le truc, on va refaire ce que l'armée rouge a fait post-45. C'est le parallèle historique qu'ils utilisent. Donc, techniquement parlant, au point de vue doctrine, matériel, etc., l'armée russe se préparerait à quelques années de digestion post-guerre, et après, elle aurait des gros moyens, y compris en particulier en drone. Ils vont faire des gros efforts en intelligence artificielle. Regardez. Mais à côté de ça, elle a des faiblesses qui sont lourdes. Et d'ailleurs, elle ne gagne pas cette guerre. Oui. On dit c'est la 2e armée du monde, etc., etc. En plus de 3 ans, et singulièrement depuis 1 an, il grignote quelques centimètres carrés avec des pertes humaines et des pertes de matériel considérables. On comprend bien que dans l'esprit des stratèges, notamment français, le plan, le scénario catastrophe, c'est qu'ils s'attaquent à un faible, par exemple, un État balte. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, théoriquement, si la France joue les mousquetaires, l'article 5 de l'OTAN, etc., elle doit entrer en guerre. Oui.
C'est d'ailleurs Alors, un il n'y a avion... pas d'automaticité dans l'article 5, c'est chaque nation fait ce qu'elle estime nécessaire. Donc, il y a une échappatoire. Hein, du Et style, la France entrera en guerre pour vous, c'est une assurance je l'espère. J'ose le croire, parce qu'il n'y a pas que l'OTAN là-dedans, il y a l'Europe. Nous sommes, et même, c'est même pas l'Union européenne. Les Estoniens sont plus proches de nous et entre guillemets, méritent plus de mourir pour eux que, voilà. Général, je vous interromps, pardon. Vous avez cette formule terrible, vous dites « j'ose le croire », comme si vous n'étiez pas sûr à 100% que la France se battrait pour sauver les pays baltes, par exemple. Oui, on est dans il y a la vérité scientifique et il y a l'acte de foi, d'accord ? Moi, je suis dans l'acte de foi. Je veux croire que mon pays se battra, qu'il respectera ses engagements, qu'il sera à la hauteur de son destin. C'est ce que je veux croire. Maintenant, les événements me donneront raison ou pas, on verra. Est-ce que Poutine a été mis en appétit ? Regardez cette cartographie, elle est vraiment passionnante, très impressionnante. C'est le site allemand Catapulte qui l'a diffusé. Regardez bien, pardon ? Catapulte, tout un programme. Catapulte, oui, c'est un site allemand. Ils font de la très bonne cartographie et ils ont comparé en kilomètres carrés réels. C'est pas des proportions, hein, c'est en kilomètres carrés réels ce que Poutine a de fait avalé pour l'instant en Ukraine. Et c'est énorme. Je rappelle que l'Ukraine est un très grand pays, donc ce qu'il occupe actuellement en Ukraine, et visiblement, même la France ce soir, même les Ukrainiens disent on va devoir travailler sur cette base de négociation. Après on verra. C'est 3 fois et demi la Belgique. C'est cette partie énorme de l'Allemagne. C'est toute l'Italie du Nord. En réalité, Poutine a déjà mangé ça. Oui, mais pas au cours des 3 dernières années. Ça remonte à 2014. Donc c'est en plusieurs années, oui, à la fois d'occupation et de grignotage. C'est pas spécialement rassurant pour autant. C'est pas rassurant du tout, parce que c'est vraiment en 2014 qu'on a fait la faute. Et que sous prétexte du triangle de Weimar, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, on allait négocier tout ça très calmement. Eh bien, on voit le résultat. Ce qui a mis Poutine en appétit, c'est de pouvoir avaler la Crimée sans qu'il y ait eu véritablement de réaction. Et il n'y a pas de projet stratégique dans Poutine. Il nous hait et il veut nous faire souffrir. Et d'ailleurs, je reviens sur Trump, ce que vous disiez tout à l'heure. Trump et Poutine s'entendent très bien parce que tous les deux sont construits sur la haine de l'autre. Il n'y a pas de grand projet en réalité. Il y a une haine de l'autre, des gens qui ne partagent pas leur avis et de ceux qui ne se soumettent pas. C'est en ça que Trump et Poutine sont faits pour s'entendre, très profondément. C'est atavique, ça n'a rien à voir avec la politique, parce que la politique américaine serait le containment, de remettre la Russie à sa place pour servir d'exemple face à la Chine. Ça, c'est de la stratégie. C'est pas du tout ce que fait Trump. Poutine, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes. Regardez, puisque aujourd'hui même, il y a une sorte de collision des événements et des mots entre ce que l'on dit à Paris et ce qu'on fait et ce qu'on dit dans la Fédération de Russie, et réunion de Vladimir Poutine avec ses militaires pour les exercices des forces nucléaires stratégiques du pays, qui comprenaient des tirs de missiles d'entraînement. Il réunissait pour superviser ces opérations le ministre de la Défense, ainsi que le chef d'état-major. Écoutez cette scène, avec un petit côté soviétique. Il y a des moments d'ailleurs, je crois que dans l'entourage de Poutine, on dit ou on ne dit pas camarade, selon l'ancienne version soviétique. Bonjour camarades. Aujourd'hui, nous avons prévu, je tiens à le souligner, un exercice de contrôle des forces nucléaires, comme vient de l'annoncer le ministre de la Défense. Mettons-nous au travail. Camarades, commandant en chef suprême, l'exercice propose de mettre en pratique la procédure d'utilisation des armes nucléaires. Les actions seront menées par des forces terrestres mobiles. Le complexe de missiles Yars depuis le cosmodrome d'essai de Plesetsk. Le sous-marin nucléaire stratégique Briansk de la flotte du Nord depuis les eaux de la mer de Barents. Et les porte-missiles stratégiques Tupolev. Général, ambiance. On est dans la mise en scène des exercices nucléaires. La France en a fait, je crois, il y a 2 semaines. Donc, on fait les exercices nucléaires. On est plus ou moins public, on en fait plus ou moins un discours à l'instant T. Bon, personne ne doute de la capacité nucléaire de la Russie, personne ne doute de sa capacité technologique, scientifique, à réussir ces choses, etc. Donc, il nous le rappelle de temps en temps. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça, hein.
Enfin, si ça va plus loin que ça, puisqu'on est le jour où le chef d'état-major des armées dit qu'il faut se préparer à un choc d'ici 3 ou 4 ans. Oui, il faut se préparer à un choc, parce que, comme je vous l'ai dit, Poutine nous hait. C'est basique. Il n'a jamais fait le deuil de l'Union soviétique, et nous, on a fait comme si tout était bien et on allait vers un monde meilleur. Et donc, Poutine est parti dans ce trip. C'est pas de la stratégie, c'est pas un projet impérial, c'est un projet de destruction pure. Donc, si on lui donne l'occasion, il le fera. Mais pour l'instant, c'est l'Ukraine qui l'empêche. Et c'est en ça que cette guerre d'Ukraine est notre guerre. Nous sommes aujourd'hui défendus, même pas protégés, défendus par l'Ukraine. C'est pour ça que nous avons une dette vis-à-vis de l'Ukraine. Et l'humiliation pour l'appareil militaire russe et d'abord pour le camarade président, de voir l'Ukraine capable d'attaquer les raffineries, les dépôts d'essence. Il y a maintenant des queues de gens qui ne trouvent pas d'essence en Russie. Et ce raid qu'ils ont conduit il y a plusieurs semaines maintenant pour aller frapper des avions de combat sur le tarmac. Donc c'est une humiliation féroce et probablement beaucoup de militaires de haut rang d'ailleurs qui ont payé de leur décoration ou de leurs épaulettes ce problème. Est-ce qu'il y a une menace particulière de la Russie ? Tout à l'heure, dans les déclarations entre les deux Tovarich, entre les deux camarades, il y avait le mot Yars, le missile Yars qui revenait, on devait prêter l'oreille. Regardons ces images des missiles Yars qui ont la particularité, vous l'avez souvent souligné, général Yakovlev, de pouvoir être tirés de façon mobile. On peut les amener n'importe où dans la forêt, dans cet immense pays qu'est la Russie. Qu'est-ce que ça amène comme capacité particulière ? C'est un missile balistique de longue portée, avec une grosse charge. Je veux dire, nous aussi, on a ça, les Américains ont ça. C'est en dehors du fait qu'il soit terrestre, si vous voulez, que nous, c'est une capacité qu'on n'a plus. Bon, voilà, comme je disais au début, personne ne doute de leur capacité nucléaire. On n'a pas besoin de rappel. Si vous voulez. Alors pourquoi fait-on des rappels ? Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, qui il y a quelques jours, il s'adresse comme s'il y avait une forme de branle-bas de combat à faire, justement d'un rappel. Les derniers missiles russes voleront à une vitesse 5 fois supérieure à celle du son. Ils ne mettront que 5 à 10 minutes de plus pour atteindre Madrid ou Londres. Vous dites qu'il n'y a pas besoin de rappel, on a le secrétaire général de l'OTAN qui fait un rappel. Et qui va à Washington, je crois qu'il doit rencontrer... Il y est. Voilà. Oui, je vois pas pourquoi on s'énerve. Avant, ça mettait 27 minutes et maintenant, ça mettra 12 minutes. Dans les deux cas, on sera mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la question au bac, c'est il vous reste 13 minutes à vivre, qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que ça change ? Fondamentalement, qu'est-ce que ça change ? Je ne suis pas secrétaire général de l'OTAN, mais moi, je serais dans le mode demain, on rase frais, c'est tout. Et qu'ils s'amusent avec leurs missiles. Enfin, qu'ils s'amusent avec leurs missiles, mais en tout cas, cela prouve qu'il y a du côté européen, et Rutte est néerlandais, et même s'il a ciré, astiqué au-delà du raisonnable les chaussures de M. Trump au dernier sommet, c'était l'été dernier, oui. À La Haye, en juillet, me semble-t-il. Il va répéter quand même au président des États-Unis que les Européens sont à la fois solidaires et très inquiets de voir, il va le dire certainement avec beaucoup de diplomatie, mais de voir cette espèce de valse-hésitation du président des États-Unis lui-même avec un secrétaire, on ne peut plus dire de la défense, de la guerre, avec une cravate aux couleurs russes, ce qui n'était pas triste non plus, et il va lui dire... Il faut quand même s'en tenir à une ligne et ne pas en changer tous les 2 jours. Parce que c'est ça qui est extravagant avec Donald Trump, c'est ce besoin de se mettre d'accord avec Vladimir Poutine. Et en fait, ils avaient choisi Budapest, ce qui était une triple injure pour l'Ukraine, parce que c'est à Budapest que l'Ukraine avait accepté en 1994, me semble-t-il, de renoncer à ses propres armes nucléaires pour acquérir son indépendance. Et on sait que Viktor Orban est non seulement l'ami de Poutine, mais le conseiller de Donald Trump pour traiter Vladimir Poutine. Et Donald Trump dit Orban, c'est mon grand ami, c'est le type le plus intelligent, fantastic guy. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que c'est Lavrov, en fait, qui douche les espoirs de Donald Trump, qui voulait 2 temps, 3 mouvements,
contraindre Zelensky à nouveau à accepter une paix indigne. À quel moment peut-on et veut-on arrêter Poutine? Regardez, on avait tout à l'heure la carte des Allemands, de catapultes. Regardez la carte comparée à la France. Et cette fois, c'est la proportion. Et je rappelle la nouvelle qui a été donnée hier sur ce plateau. Pour la première fois, dans un document formel, les Français, les Allemands, les Ukrainiens disent on va négocier sur cette base de négociation. Ce sera le point de départ, comme si on admettait comme point de départ de la négociation l'occupation de la Russie. Regardez à gauche, c'est l'équivalent, c'est même en plus petit, parce qu'on n'a pas fait la proportion exacte. Ce serait toute la région Grand Est, toute la Bourgogne-Franche-Comté. Alors vous nous dites il y a quelques minutes, général, on se rase frais, on n'est pas inquiet, on n'a pas peur, on est courageux, etc. Bon. Et pourtant, on n'ose pas bouter Poutine, on n'arrive pas à bouter Poutine en dehors de l'occupation de l'Ukraine qui équivaut, regardez. Mais imaginez un instant, je finis ma question, hein. Si c'était la France, vous diriez on se rase frais. Oh. Ah mais non. On se rase pas frais là. On n'a pas l'air très courageux tout à coup. Non. Là, le parallèle est faux parce que cette partie bleue là, elle est encore française parce que sur la carte à droite, vous avez une grosse partie blanche qui est encore ukrainienne. Donc la question n'est pas pour nous de perdre une partie de notre territoire. Ça, on l'a bien compris. Donc, mais le but quand même, c'est d'arrêter Poutine. Général, le but c'est d'arrêter Poutine. Or, pour l'instant, on va négocier sur une base qui est une base de son occupation. Il occupe cette proportion-là de l'Ukraine. À l'heure actuelle, depuis le début, depuis 2022, en gros, et en tout cas depuis 2023, on sait que les Ukrainiens ne reprendront pas de vive force ce qui leur appartient de droit. Mais parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Parce qu'on ne leur donne pas. Donc l'Europe ne leur donne pas les moyens. Les États-Unis ne leur donnent pas. Non, mais les États-Unis, oui, l'Europe, là, c'est une puissance. L'Europe. Pourquoi l'Europe ne le fait pas? Alors, l'Europe a décidé qu'elle ne déclencherait pas la Troisième Guerre mondiale pour une partie de l'Ukraine. Pour la même raison on n'a pas déclenché de Troisième Guerre mondiale quand il y avait deux Allemagnes. Donc, mais pourquoi Troisième Guerre mondiale? C'est un pays souverain, l'Ukraine. On ne parle pas d'aller se battre sur le territoire de la Fédération de Russie. Ce serait se battre, disent les Ukrainiens, fermer leur ciel. Là, on parle de l'Ukraine seulement. Oui. Alors, là, vous confondez plusieurs sujets. Le sujet de fond, c'est que à l'heure actuelle, militairement parlant, la Russie ne peut plus avancer, en gros, et l'Ukraine ne reprendra jamais de vive force, j'insiste là-dessus, ce territoire. Attendez. L'Ukraine, répétez bien ce qu'on vient de dire. L'Ukraine ne reprendra jamais de vive force son territoire souverain. Ce territoire. Mais ils le savent, les Ukrainiens. Vous allez dans la rue à Kiev, vous dites quelles sont les perspectives de bouter les Russes hors de Sébastopol, mais au sens leur botter le cul et les sortir de... Enfin, libérer leur territoire. Libérer leur territoire. Ils n'y arriveront pas. Ça, ils le savent. Et ça, est-ce que c'est pas... Pardon, attendez, c'est une défaite. Général, c'est une défaite face à Poutine. Poutine se frotte les mains. S'il vous écoute là à la seconde, il se dit j'ai gagné ce territoire-là. Pas du tout, parce que... Et c'est pour ça qu'il ne veut pas que la guerre arrête, parce que ça ne suffit pas à son bonheur. Lui, ce qu'il voulait, c'est ce qu'il appelle la destruction de l'Ukraine. Donc, pour lui, obtenir, et il n'obtiendra pas la souveraineté reconnue, on reconnaîtra qu'il contrôle. Voilà. Il y a une certaine logique à dire on arrête la guerre sur le trait là où il est. Et puis après, on discute, et puis on verra dans 70 ans. Comme disait Angela. 70 ans? Ben oui, c'est comme Berlin. On n'a pas fait la Troisième Guerre mondiale pour Berlin et on a attendu que Berlin retombe. Alors attendez, vous dites aux habitants de la Crimée ou du Donbass, soyez patients, dans 70 ans, on va vous libérer. C'est ce que Angela Merkel leur a dit en 2014. Elle a dit patience stratégique. Patience stratégique. Et en citant l'exemple de Berlin d'ailleurs. Donc je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est moral et tout, mais les Ukrainiens le savent dans la rue. Vous avez demandé à un Ukrainien, personne n'est dans le mode, dans cette lubie qui pourrait gagner la guerre. Pardon. Avouez que là, on comprend tout à coup le chef d'état-major des armées, parce que si on se met dans la tête de Poutine, il a réussi ce coup en 2008 en Géorgie, en 2014, en 2022 et maintenant en 2021. Il a raté l'Ukraine. Oui, il a raté l'Ukraine, mais il a avancé tout ça. S'il refait le coup ensuite, on va de nouveau dire attendez, peut-être que ça durera 70 ans, mais c'est pas grave parce qu'après ça ira mieux. Donc vous, Darius, je vous pose des questions. Pourtant suisse. Non, mais moi je me mêle pas. C'est peut-être comme ça. Non, enfin, vous provoquez. Je viens au secours du général Yakovlev, si je peux me permettre. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux, si vous permettez. On a peur ou on n'a pas peur de l'ennemi. Si on n'a pas peur, on se bat. Si on n'a pas peur, on dit pas ça va durer 70 ans, il occupe, c'est pas grave. Soyons francs. Ça veut dire qu'on a peur. Ça, c'est des trucs de journalistes. On a peur ou on n'a pas peur. Non, on doit être responsable. Nous avons un président de la République qui est responsable, qui a un sens des responsabilités,
qui a un peu plus le sens de responsabilité que moi, qui suis plus qu'un pauvre retraité commentateur de plateau, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et il a proposé une coalition des volontaires. Il va plus loin que il va plus loin que vous, plus loin que les Américains, par exemple. Ah, mais moi, j'ai toujours été pour la coalition des volontaires. Je suis pour la no-fly zone depuis le début. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais fondamentalement. Attendez, soyez précis. Vous êtes pour que les avions européens empêchent les Russes d'aller dans le ciel de l'Ukraine ? Oui. Donc là, vous n'avez pas peur d'entrer en collision avec les Russes ? Sur le territoire ukrainien, aucun problème. Pourquoi les Européens ne le font pas ? Parce que Poutine, la propagande russe, ça a l'air très efficace. Pourquoi Paris est pas Non, parce qu'on est tous dans le mode, déjà au début, en été 2022, on disait « Oh là là, vous êtes co-belligérants ». Un mot, à mon avis, inventé par les Russes. Vous êtes co-belligérants. Ouais. Ah oui, non, mais moi, je suis pas... Ah bah, tu peux pas leur donner un fusil, alors. Et maintenant, vous faites de l'escalade. Alors, quand les Russes utilisent des missiles fabriqués par les Coréens du Nord ou les Iraniens, c'est pas de l'escalade. Et quand les Ukrainiens réclament des missiles aux Américains, c'est de l'escalade. Donc, nous nous sommes enferrés nous-mêmes dans ce discours de l'escalade. Et écoutez de quelle façon les militaires français aux affaires décidément disent que ce n'est pas fini, que la stratégie soit bonne ou mauvaise, et chacun est libre de ses choix. C'est en l'occurrence le chef d'état-major des armées en commission de défense armée de Fabien Mandon qui dit il faudra être prêt au choc dans 3 ans. On peut tous espérer que cette guerre s'arrête. Mais est-ce que ce sera la dernière fois ? En 2008, première attaque, Géorgie. En 2014, attaque en Ukraine, la Crimée. En 2022, nouvelle attaque. Je ne peux pas penser que ce sera la dernière. Je l'espère. Mais en tout cas, faire le pari que c'était la dernière fois et que ça n'arrivera plus sur notre continent, je pense que c'est refuser de voir une partie du risque qui pèse sur nos sociétés. Voilà, votre réaction à ça, cette idée que ce ne sera pas la DER. Oui, il faut bien comprendre le discours d'un chef d'état-major des armées devant les représentants du peuple au moment de discussions budgétaires, il faut être honnête. Donc, on dimensionne une armée pour des cas. C'est pas la même chose qu'on prédit que ça arrivera. C'est juste qu'il faudrait qu'on soit prêt si jamais ça arrive. Donc quand il dit Poutine pourrait nous faire la guerre 3 ou 4 ans après la guerre d'Ukraine, faut quand même dire ce qui est. Moi, j'y crois pas trop, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas 3-4 ans. Mais là, lui se bat pour qu'on dimensionne notre armée pour, entre guillemets, le pire des cas. C'est pas la même chose que, ça y est, il nous a annoncé un événement. La coalition des volontaires se réunit à Londres. Il y a un sommet européen demain. Et on suivi par une réunion des volontaires à Londres. Et donc les Européens, et on en revient à la présence du secrétaire général de l'OTAN à Washington, les Européens ont toujours besoin des Américains. Donc il faut quand même toujours remonter à la valse hésitation de Donald Trump lui-même. Il faut quand même voir que dans une conférence de presse, il n'arrête pas de donner des conférences de presse, c'est son oxygène. Eh bien, il a montré une photo comme un groupie, une photo de Poutine et de lui-même, une photo prise à Anchorage, qui a été un échec et une humiliation pour les États-Unis d'Amérique. Et on voit Trump qui dit « Ah ben regardez cette photo, Poutine est bien, hein, et moi je suis pas mal ». Comme s'il allait envoyer la photo pour que Poutine la lui dédicace. Donc on est dans ce rapport de séduction, froideur, chaleur, maîtrisé par Poutine, me semble-t-il, beaucoup mieux que par les Maisons-Blanches. Et nous autres Européens, mais ça, il faut battre notre coulpe jusqu'à l'infini, nous sommes dépendants. Et d'abord, ces malheureux Ukrainiens qui continuent quand même de mourir tous les jours. Il y a eu encore aujourd'hui même 2 morts dans une petite ville, évidemment, près de la ligne de front, qui payent de leur vie. Et comme le dit le général Yakovlev, ils se battent pour nous, en quelque sorte. Et dans les livres d'école, il y a un très très bon papier dans le quotidien Le Monde racontant comment, dans les provinces occupées depuis 2014 par les Russes, les petits Ukrainiens ont des livres d'école où on montre les pays baltes encerclés en disant voilà nos ennemis et voilà les pays européens, nos ennemis. Et donc cela
rentre tout à fait dans ce schéma mental qui, depuis le haut du système russe jusqu'au petit étolier né ukrainien et néanmoins occupé par les Russes, considère qu'effectivement, le reste de l'Europe, c'est l'ennemi. Quelle est votre hypothèse à vous? On entendait le général Yakovlev dire, si les Russes demain, dans 5 ans, dans 2 ans, attaquent les pays baltes, il disait, j'ose croire que la France entrera en guerre pour prendre la défense des Baltes. Et vous, quelle est votre hypothèse? Moi, ce que je constate, je n'ai pas l'expérience du général Yakovlev, je ne l'aurai jamais. Mais il faut quand même bien voir que c'est un avion de chasse italien. Quand des drones et des avions russes sont entrés dans l'espace aérien, que ce soit polonais ou estonien, c'est un chasseur italien sous drapeau OTAN qui les a pris en chasse. L'OTAN, ça fonctionne. C'est une alliance qui fonctionne. Alors certes, l'article 5 est sujet à toutes sortes de nuances, si on cherche à l'interpréter, mais comme le général Yakovlev, je veux croire que, bien évidemment, la solidarité entre alliés sera de rigueur. Alors, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les troupes au sol, par exemple. Là, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord, même pour des choses aussi modestes que ça. On ne parle pas de faire la guerre. Il y a des troupes françaises en Roumanie. Non, mais en Ukraine. Ah ben oui, parce que là, c'est évidemment... Encore que, il me semble que le chef d'état-major de l'armée de terre a évoqué cette possibilité dans un entretien, dans un hebdomadaire, il y a quelques jours. Oui, il semblerait qu'on ait le quorum, mais c'est lié à un accord de cessez-le-feu. Donc voilà, pour l'instant, on est dans le virtuel. Ça peut être un long virtuel. Mais la force de réassurance, elle sera nécessaire... Et elle concrétisera dans l'esprit des Russes le fait que fondamentalement, ils ont perdu la guerre. Oui, ils ont gratté 114 000 km², mais fondamentalement, ils n'ont pas atteint leur but de guerre. Et Poutine, qui ne voulait pas de troupes alliées en Ukraine, ça y est, il les aura. Quelle est votre intime conviction à la fin? Parce qu'au fond, il y a quand même 2 lectures de Poutine. Il y a ceux qui vous disent qu'il veut faire sa zone d'influence et pas plus. C'est-à-dire il veut surtout occuper là où il y a des Russes et des russophones, les pays baltes, une partie de la Géorgie, etc. Et ceux qui disent non, il veut aller plus loin, d'une façon ou d'une autre, il veut déstabiliser, casser l'Europe. Quelle est votre hypothèse? Il veut reconstituer l'Empire soviétique. Il est obsédé par l'histoire qu'il réécrit comme tous les impérialistes. Et donc, il a encore, semble-t-il, infligé à Donald Trump, dont ce n'est vraiment pas la curiosité première, une leçon d'histoire médiévale sur la vraie histoire de l'Ukraine. Donc Vladimir Poutine a fait quelques discours et a écrit un discours qui est tout à fait étonnant, un discours d'historien entre guillemets, pour dire en gros que la Grande Russie, il n'y a aucune raison qu'elle n'aille pas jusqu'à la Manche. Oui. Alors, moi, j'ai une autre vision parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer une psychanalyste, psychiatre, clinicienne, qui s'appelle Madame Robin Amblard, qui a fait toute une étude sur Poutine. Et fondamentalement, sa thèse, et j'y souscris, n'est pas que Poutine a un projet stratégique, même de reconstitution de l'Union soviétique. C'est que le deuil de l'Union soviétique lui est insupportable, il n'a pas fait son deuil, et le bonheur des autres lui est insupportable. Le fait que les Estoniens soient contents maintenant, que l'Ukraine voulait vivre de son côté, le bonheur des autres lui est insupportable, et donc il est dans un esprit de vengeance, de haine et de destruction. Ça n'a rien à voir. Il faudrait envoyer cette dame au Kremlin. Elle se ferait arracher les ongles, je pense. Mais fondamentalement, je crois fondamentalement dans la psychologie comme facteur de guerre. On cherche des tas de raisons, la poursuite des intérêts, les stratégies et tout. Et fondamentalement, il y a Poutine qui veut la guerre, point. Et il n'a pas besoin de motivation pour ça. La marge d'incertitude, ce qui est évidemment très frappant par rapport à la guerre froide, c'est qu'on savait que la guerre froide, ça pouvait éclater à tout moment, que les chars soviétiques pouvaient arriver à tout moment. Là, on a l'impression que entre vos thèses, celles du chef d'état-major, ceux qui vous disent ça peut arriver dans 3 ou 5 ans, ceux qui vous disent au fond, c'est comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose de neuf, il y a beaucoup de variantes. Écoutez, Vladimir Poutine, tel qu'il menace les Occidentaux, c'est un des indices dont on dispose.
Si quelqu'un souhaite nous concurrencer dans le domaine militaire, alors libre à lui qu'il essaie. La Russie a prouvé à maintes reprises que lorsqu'une menace pèse sur notre sécurité, nos citoyens, notre souveraineté, nous réagissons rapidement. Ne nous provoquez pas. Jamais. Ça ne s'est jamais bien terminé pour celui qui nous a provoqués. Nous n'avons pas besoin, ni aujourd'hui, ni demain, de chercher une exception pour confirmer la règle. Voilà, arrêtons-nous maintenant sur les moyens. On entrevoyait tout à l'heure l'exercice nucléaire que Poutine est en train de disposer. Vous nous avez rejoint, Benoît Billan, merci beaucoup. Bonsoir. Vous êtes historien militaire, spécialiste des questions stratégiques, auteur de Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif chez Perrin. Merci à vous. Merci à Samantha de Bendern. Bonsoir. Vous revenez justement des Pays-Bas, dont on parlait beaucoup sur ce plateau tout à l'heure. Arrêtons-nous à ce missile Yars. Dans cet exercice qui est d'envergure, bien qu'il soit rituel, comme vous le rappeliez, général Yakovlev, le Yars a de nouveau une place particulièrement privilégiée. Benoît Billan, expliquez-nous ce qu'induit la nature mobile du Yars, le fait qu'on peut, semble-t-il, de façon non toujours repérée par les Occidentaux, le faire partir de points différents. C'est tout simplement la garantie qu'on ne pourra pas éliminer par une frappe préemptive la totalité des capacités nucléaires russes. Et donc ils auront toujours la possibilité de riposter. C'est pour ça que nous mettons nos missiles sur des sous-marins, par exemple, qui sont très difficiles à déceler et qui garantissent ce qu'on appelle la seconde frappe, la frappe en retour, qui dissuade l'adversaire, c'est le principe de la dissuasion, les Russes la pratiquent également, d'essayer de tenter une guerre nucléaire préemptive ou préventive. Est-ce qu'il y a dans l'intention russe une différence quand Poutine a tenu des propos du genre « moi, j'appuierai sur le bouton avec moins d'hésitation que les Occidentaux » en disant « un monde sans la Russie, de toute façon, c'est un monde qui n'a plus de sens ». C'est des déclarations qui ne se font pas en Europe de l'Ouest. C'est que de la bravache ou c'est peut-être davantage que ça? Non, c'est un discours construit. Là encore, la dissuasion, elle repose d'abord et avant tout sur le fait que le chef de l'État doté appuiera sur le bouton rouge. On se rappelle des états d'âme de Valéry Giscard d'Estaing sur le sujet. C'était de nature à déstabiliser la crédibilité de la dissuasion française. Donc à chaque fois, il faut réassurer le fait que j'appuierai sur le bouton rouge. C'est pour ça que les présidents de la République française font des discours sur l'arme nucléaire régulièrement pour réaffirmer qu'ils croient en la dissuasion et que si jamais il fallait passer à l'étape, non pas de la dissuasion, mais de la riposte, il le ferait. Vladimir Poutine fait exactement la même chose dans son style à lui. Rappelez bien l'histoire Giscard, parce que vous le faites de façon allusive. Giscard, je crois, après le pouvoir, avait dit, s'il avait fallu, moi, j'aurais pas appuyé sur le bouton. Oui. J'aurais préféré que la France soit occupée, peut-être en partie détruite, mais j'aurais pas déclenché l'apocalypse. Le fait est qu'il l'a pas fait pendant qu'il était au pouvoir, précisément parce que sinon, là, la dissuasion était par terre. Mais un ancien chef d'État qui tient des propos comme ça, c'est grave pour la crédibilité de la dissuasion. Donc on voit bien qu'au contraire, il faut aller peut-être en rajouter dans la bravache, ce que vous appelez la bravache, pour que on se convainque aussi soi-même qu'on n'aura pas de doute le jour où il faudra appuyer sur le bouton rouge, en priant pour que ça n'arrive pas, bien sûr. J'aimerais vous entendre tous là-dessus. Est-ce qu'il y a une différence là de mentalité, c'est-à-dire la brutalité russe, précédemment soviétique, très assumée, hein, ils en font comme une vision du monde. Est-ce que ça crée une différence avec les Occidentaux, les Européens, qui, on le dit souvent, sont plutôt devenus des herbivores? Alors ça dépend de quels Occidentaux vous parlez, justement, Darius, si vous parlez des Américains ou des Européens. Les Américains, ils n'ont pas vraiment montré beaucoup de velléité herbivore depuis qu'ils ont la bombe. Je rappelle que ce sont eux qui sont les premiers à l'avoir utilisée. Il y a aussi, pourquoi est-ce qu'ils ont ces missiles dans ces silos qui doivent partir dès qu'ils voient un missile russe venir sur eux? C'est justement pour pas que leur missile soit détruit dans une première frappe. Donc on ne sait pas, si vous voulez, cette dissuasion, elle joue aussi sur ce qu'on appelle la théorie de l'homme fou de l'histoire. C'est qui sera assez fou pour le faire? Parce que ce soit les Russes ou les Américains qui commencent quelque chose, c'est la destruction mutuelle assurée de l'humanité. Et la meilleure dissuasion, si on a une dissuasion nucléaire, c'est d'avoir une bonne dissuasion conventionnelle. Parce que si on est dans une situation où on n'a pas beaucoup de dissuasion conventionnelle et où on arrive très vite au nucléaire, comme c'est le cas de la France et des Royaumes-Unis, par exemple, eh bien là, l'idée de est-ce qu'on va... le moment où on devrait appuyer sur le bouton arrivera beaucoup plus vite, ce qui explique peut-être une décision de se dire je préfère être envahi que de mourir.
C'est le principe d'un rapport de force, c'est que, a priori, si vous voulez emporter le rapport de force, il ne faut pas dévoiler vos cartes dès le départ et expliquer que vous n'irez pas au bout de ce rapport de force. C'est la base. Derrière, il y a des manières de faire différentes, même dans les relations internationales. Le principe des Russes, c'est la montée en tension immédiate. Et après, éventuellement, on redescend. Le principe de discussion des Occidentaux, c'est d'éviter justement de monter trop en tension. C'est d'où l'incompréhension entre les deux parties, on va dire. Mais de fait, Samantha a raison sur ce point essentiel, c'est que la dissuasion nucléaire ne doit pas se penser en dehors de l'ensemble de la doctrine militaire. Si on n'a plus que la dissuasion nucléaire, c'est qu'a priori, on n'est plus très adapté aux guerres qui se passent maintenant. C'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut justement retravailler et réarmer. Jusqu'où peut aller cette différence de mentalité? C'est un peu inquiétant, hein, quand on est ennemi, en plus de mal se comprendre. Déjà, être ennemi, c'est pas bien, enfin c'est compliqué, mais ennemis qui se comprennent pas, c'est encore plus dangereux. On va être dans quelques instants à Moscou avec Charles Divot, notre envoyé spécial. Je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, là, le contexte où nous sommes, c'est mise en garde de la part du chef d'état-major des armées qui parle d'une possibilité de choc avec la Russie dans les 3 ou 4 ans. Écoutez Poutine, qui en fait un instrument de propagande en disant en réalité les Français, ce sont les Français en particulier, qui sont va-t-en-guerre. Macron a déclaré dans son discours qu'il fallait exercer une pression sur la Russie. Mobiliser d'autres forces, d'autres pays, nous provoquer à agir. Tout ça pour dire aux Français, citoyens, venez avec moi, rassemblez-vous autour de moi, je vous mènerai à la victoire comme Napoléon. C'est là tout le sens de son propos. Et vous êtes avec nous en direct, Charles Divot. Est-ce que ce discours porte en Russie? Est-ce que les Russes entendent à la télévision, à la radio, qu'en quelque sorte, nous, leur cherchons noise? Ah oui, pour le Kremlin, cela ne fait aucun doute, ce genre de déclaration, elles n'ont qu'un seul objectif, c'est d'engendrer une escalade du conflit, et c'est d'ailleurs considéré à chaque fois comme une menace directe faite à l'intégrité de la Russie. D'ailleurs, à ce propos, c'était début octobre, Vladimir Poutine, lors d'une conférence de presse, expliquait qu'il surveillait de très près ce qu'il qualifie de surmilitarisation de l'Union européenne, comme une forme de défi lancé directement à son pays, à son armée. Un défi qu'il, évidemment, s'avoue prêt à relever, estimant qu'il faudrait riposter si la menace était réelle. Et on parle souvent, c'est devenu vraiment lieu commun des commentateurs, mais les commentateurs parfois ont des lieux communs vrais, d'une forme de paranoïa russe, cette idée qu'on les cherche, que l'Europe cherche à leur faire la guerre. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Quand vous allez dans Moscou, est-ce que, au-delà des discours officiels, est-ce qu'une partie des Russes le croient? Tous les Russes le croient. Oui, on a l'impression qu'en fait, l'Europe tente de provoquer la Russie, que l'Europe se montre en ennemi de la Russie. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment quand on discute, que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, comme si finalement, il y avait une position presque victimaire de la population russe et un peu seul contre tous, à être obligé de devoir se défendre. Réaction sur ce plateau, merci beaucoup Charles Divot. Cette dimension qui est inquiétante, où les Russes, aussi le Russe de la rue, risque d'être entraîné dans une guerre parce qu'il se dira mais peut-être que c'est vrai. Ils sont soumis à la propagande de Poutine depuis quand même 2000, au moins 2005, quand ça a commencé à déraper sérieusement. Et nous avions des armées échantillonnaires qu'on a encore d'ailleurs pour aller guerroyer par petits effectifs en Afrique, pas du tout pour affronter ce genre de problème. Et ce sont les agressions de Poutine qui créent une réaction. Et lui pose ses réactions en action comme s'il n'y avait pas de cause et comme si la cause n'était pas lui. Mais sur la position victimaire, ça fait 20 ans, 25 ans que les Russes, ils achètent ce discours. Je crois qu'ils le croient fondamentalement. Ça fait plus longtemps. Oui, c'est ça. Depuis la chute de l'Union soviétique, nous sommes agressés par l'Occident, etc. Et vous dites, général, vous êtes de ceux, et Dieu sait, vous n'êtes pas suspect d'être pro-russe, mais vous avez dit, parfois, hélas, on leur a donné du grain à moudre, c'est-à-dire l'agression en Yougoslavie,
l'envahissement, l'invasion de l'Irak. On n'a pas été très fin. Il y a eu des moments où l'Occident, les Américains en l'occurrence, ils sont allés, on a abusé. Mais ce qui s'est passé en Yougoslavie, en particulier, ce qui a été contre la Serbie, pour eux, ça a été un moment où ils sont entrés dans cette logique. Oui, ça a été un déclencheur, oui, mais là, Poutine, il a besoin de l'OTAN comme ennemi parce qu'il n'arrive pas à expliquer à son peuple pourquoi l'Ukraine, toute seule, il n'arrive pas à la battre. Sur la paranoïa, les risques de la paranoïa. Alors, d'abord, il faut reculer encore plus, en fait, dans l'histoire. Il y a un complexe obsidional russe qui date au moins de la période stalinienne, si ce n'est d'avant, mais qui s'explique aussi par la géographie. L'ouest de la Russie, c'est une immense plaine, et donc, en fait, ils ont peur d'être envahis. Ils ont été envahis par l'Est, par les Mongols, ils ont été envahis par l'Ouest, par les Allemands, et donc, c'est très fort dans l'histoire russe, et ça reste dans la psyché collective, et aussi la psyché des dirigeants, qui donc voient toute action. Quand nous, on parle d'étendre la démocratie à l'ouest de l'Europe, eux, ils voient, on rapproche l'OTAN des frontières de la Russie. Et en fait, c'est dans ces différences de perception que se créent les conflits. Napoléon, je suis frappé, les Russes, pour nous, ici, Napoléon, c'est une grande histoire, mais enfin, c'est vraiment du passé. Eux, ils vivent ça. Cette idée que les Français sont allés en 1812 à Moscou, ça les occupe. Le rapport à l'histoire est très différent de nos sociétés qui ne vivent que dans l'instant présent, finalement. Il n'y a pas que les Russes qui sont un peu traumatisés par Napoléon. Hier, c'était... L'anglais, c'est l'anglais. Regardez, le Royaume-Uni n'est jamais loin. La couronne. Hier, c'était Trafalgar Day, donc, qui est bien marqué au Royaume-Uni. Donc oui, alors pour les Russes, d'abord le Russe de la rue, il a rien à dire. Alors il peut se dire que les Européens vont les attaquer. C'est pas ça qui va motiver Poutine de quoi que ce soit comme raison. Mais en effet, ils sont soumis non seulement à cette propagande, mais à une réécriture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle l'Europe entière s'est ralliée à Hitler et les a attaqués. Quand il parle, par exemple, des Français dans la Seconde Guerre mondiale, c'est pour parler du bataillon, je ne sais plus comment il s'appelait, qui défendait le Reichstag en 1945. Mais voilà, toute la résistance, le débarquement de 1944, ça on oublie. Mais une chose où, au général, je suis rarement pas d'accord avec vous, mais là, je vais quand même ajouter peut-être une petite pointe. Je ne suis pas totalement d'accord sur ce concept de l'Occident qui a poussé la Russie trop loin. Je rappelle quand même que quand l'URSS s'est effondrée, l'OTAN a proposé tout de suite à la Russie le partenariat pour la paix. Il y a eu d'énormes ouvertures de coopération avec la Russie. Il y a eu de l'argent qui a été déversé sur la Russie, sur des conseils qui, là... Aujourd'hui, beaucoup d'économistes sont d'accord pour dire que c'était une erreur d'obliger cette thérapie de choc, et c'est vraiment ça qui a créé le problème de la Russie aujourd'hui. La Russie ne s'est jamais débarrassée de ses élites. Et personne en Occident n'a insisté pour cela, pour que toute l'aide financière aille en Russie. Donc oui, les Russes n'ont pas aimé l'élargissement de l'OTAN, mais il faut aussi se rappeler pourquoi l'OTAN s'est élargie. Parce que les pays qui avaient été sous la domination soviétique voulaient rentrer dans l'OTAN parce qu'ils avaient peur de la Russie, et la Russie n'a rien fait pour les rassurer qu'elle ne représentait plus aucune menace. Donc j'aimerais quand même nuancer cette méa culpa. On ne va pas refaire un débat historique trop ancien, mais réponse quand même là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous avons fait de bonne foi tout ce que nous avons pu pour la Russie. Tous, les Belges, les Français et tout. On a commis quelques erreurs, comme pour moi le Kosovo, mais fondamentalement, nous voulions une relation amicale et décomplexée avec la Russie. On s'est fait ratisser 2 fois financièrement quand on a cherché à les aider. En 2008, Poutine, il l'oublie un peu, on lui a sauvé la mise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'OTAN aurait des moyens de dire quand même on vous a aidé. En plus, les pays, comme Samantha le dit, c'est un droit. La souveraineté consiste aussi à choisir ses amis. Si les pays baltes veulent devenir membres de l'OTAN, c'est leur droit. Vous parliez de la dissuasion conventionnelle, puisque c'est là-dessus que ça se joue. Et d'ailleurs, les militaires français qui prennent la parole aujourd'hui, c'est évidemment cela qu'ils appellent d'abord de leur vœu, c'est de développer massivement la capacité conventionnelle de la France pour prévenir toute éventualité. Et de fait, l'armée ukrainienne et l'armée russe montrent leur puissance conventionnelle. Regardez les bombardements sur Kiev, au moins 6 personnes tuées dans la vague de bombardements russes qui ont provoqué des coupures de courant à travers toute l'Ukraine et touché notamment Kiev. On revient dans les périodes d'hiver, donc la guerre énergétique est en train de renaître de part et d'autre d'ailleurs. La Russie multiplie les frappes sur les réseaux électriques, les infrastructures gazières en Ukraine, provoquant ces coupures de courant.
différents. Autre ville touchée, Kharkiv. Cette fois, c'est l'attaque de drones. Et il y a une circonstance particulièrement cruelle, puisque c'est un jardin d'enfants qui a été touché. Regardez la séquence que vous allez voir, qui a beaucoup circulé aujourd'hui et qui a provoqué beaucoup de réactions, notamment de la France. Voilà, Benoît Billon, ces images très, très poignantes qui rappellent d'abord que la guerre continue à grande intensité, oui, avec une ligne de front qui bouge assez peu. Donc il y a beaucoup de morts militaires, des civils aussi, et une ligne qui malgré tout ne bouge pas beaucoup. La ligne semble peu bouger, mais en réalité il y a plusieurs positions clés ukrainiennes qui sont en train de basculer. Pokrovsk, dont il a été beaucoup question, les troupes russes sont rentrées dans le centre-ville, Kupiansk qui a été largement conquise par l'armée russe, et donc en fait la ligne de front est au nord de Kharkiv, puisque c'est là qu'ont eu lieu les frappes sur le jardin d'enfants que vous montriez, la ville de Vovchansk qui a été aussi le théâtre de guerre de position où les Ukrainiens avaient réussi à reprendre du terrain. Il semble-t-il, ils sont à nouveau en train de le céder. Donc on sent qu'il y a quand même une fragilisation globale d'un arc de cercle qui part du nord de Kharkiv jusque finalement au Dniepr, donc tout cet arc du Donbass, et sur lequel les Russes poussent, donc ils mènent des frappes plus intenses et qui frappe également les infrastructures énergétiques avec un double objectif, faire pression sur la population et le pouvoir politique, mais aussi affecter la logistique, et notamment la logistique ferroviaire des Ukrainiens, parce que l'essentiel du réseau ferroviaire ukrainien, comme le nôtre, est électrique. Vous êtes historien militaire, est-ce qu'il y a une constante, c'est-à-dire cette armée russe qui au début est faible, et puis se reforme et se durcit? On a vu ça en 44-45. Est-ce qu'on vit ce genre d'événement? Toute armée qui fait la guerre assez longtemps, sauf si vraiment elle est dirigée en dépit du bon temps, elle apprend. L'armée française en 1914, elle se prend des chocs terribles, mais comme elle ne perd pas complètement, contrairement à 1940, elle s'adapte, elle apprend. Michel Goya, qui est souvent sur ce plateau, pourrait vous en parler bien mieux que moi. L'armée allemande en face, l'armée britannique font la même chose. Donc là, c'est exactement ce à quoi on assiste. Les Russes sont pas plus bêtes que les Ukrainiens. Ils ont d'autres façons de fonctionner. Ils ont moins d'innovation par le bas, mais ils ont un commandement qui est mieux structuré et des capacités industrielles qui sont mieux structurées, mieux centralisées. Donc ils sont en train d'apprendre. Et ce qui est en train de se produire en fait aujourd'hui, et ce qui fait aussi qu'on s'inquiète en Europe, c'est que la capacité de résistance ukrainienne initiale est en train de céder petit à petit face à la capacité de mobilisation et d'organisation générale, non seulement de l'armée, mais de l'État russe. Je pense qu'il y a en particulier un impact qui est lié au nouveau ministre de la Défense, Belousov, qui a remplacé Sergueï Shoïgu. Arrêtons-nous à ça, c'est très important sur la suite de la guerre. Quand l'état-major français dit qu'il y a un risque dans les prochaines années, c'est lié à ça, c'est-à-dire cette armée russe qui est plutôt en train de monter en puissance. Ce que je disais tout à l'heure, alors monter en puissance, oui, elle est dans ses limites de monter en puissance. Le plan de recrutement de cette année n'a pas marché, c'est aussi simple que ça. Ils n'ont plus d'argent, ils ont atteint un plateau en production industrielle, mais ils tirent les enseignements de la guerre, ça c'est très structuré, et ils disent ouvertement entre eux, dans leur documentation interne, que quand cette guerre, quand cette opération, bref, quand on aura le temps, le mot poli c'est quand on aura le temps, on fera une reprise en main d'ensemble, et on refera, le modèle qu'ils utilisent, c'est l'armée rouge de 1945. C'est post-victoire, ok, maintenant que les obus, on a arrêté de tirer, on va refaire les trucs, et on va préparer le bon suivant. Donc il parle de ça. Mais fondamentalement, l'économie russe, elle est au bout du bout. La démographie russe, elle va pas très bien. Enfin, l'ukrainienne non plus, soit en passant. Et il y a quand même des faiblesses profondes. Et la corruption est un facteur très important de sous-performance du système russe. Comment, je pose la question à tous sur ce plateau, comment vous comprenez la difficulté de prévoir, et je ne jette pas la pierre aux experts, je sais que dans les guerres, il y a toujours une marge d'incertitude, mais rappelez-vous, sur ces plateaux, il y a quelques mois, on disait, les Russes sont au bout, ils ne pourront pas plus bombarder, en fait, ils n'auront plus de missiles, ils puis ils ne sont pas au bout, visiblement, regardez, quand on voit la liste de ce qui a été tiré, 22 octobre, 450 drones Shahed, 20 missiles Iskander, 4 missiles Kinjal, en réalité, il y a de la réserve. D'où est-ce qu'elle vient ?
D'abord, elle vient des alliés des Russes, parce que les Russes sont des alliés qui ont beaucoup moins d'état d'âme que les alliés des Ukrainiens, et ils vendent, ils livrent, ils produisent sur place sans se limiter pour des questions morales ou de peur d'escalade ou pas d'escalade. Ça, c'est une chose très importante. L'économie russe est en économie de guerre, et la population commence à sentir ses effets. Donc ça aussi, ça compte beaucoup. Mais se peut-il qu'on se trompe? La génération d'avant, moi j'étais frappé chez des gens comme Badinter, comme Dormesson, on disait toujours en 40, pour eux c'était inimaginable que l'armée allemande soit plus forte que l'armée française. Ça n'existait pas. C'était pour eux, tous les experts leur disaient c'est pas possible, n'ayez aucune crainte, c'était inimaginable. Est-ce qu'on peut se tromper à ce point aujourd'hui et sous-estimer l'armée russe? On peut faire les deux. On peut faire les deux. C'est-à-dire, avec la Russie, il y a une chose, une constante, c'est qu'elle est toujours là à nous surprendre. Elle peut s'effondrer du jour au lendemain à cause d'un signe noir qu'on est incapable de prévoir, ou elle pourra continuer indéfiniment parce qu'elle va trouver des réserves. Excusez-moi. Je vous en prie, mais je pense qu'il y a des principes qui sont des principes géographiques et des principes économique. C'est-à-dire que la Russie a un territoire immense, des matières premières. La Russie a appris à devenir autonome dans énormément de domaines. Il faut se souvenir qu'en 2014, quand la France, par exemple, décide des sanctions, notamment sur les matières premières agricoles contre la Russie, que fait la Russie? Eh bien, elle organise son autonomie agricole. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'agriculture française ne récupérera pas les parts de marché qu'elle a perdues. La Russie a appris, en effet, à se placer en économie de guerre. Mais surtout, il y a le reste du monde. Et ce qu'on ne veut pas voir quand on analyse les problématiques, c'est que la Russie, contrairement à ce qu'on entend sur tous les plateaux, n'est pas isolée. C'est bien le problème que nous avons, nous, occidentaux. Et encore une fois, de ce point de vue-là, arrêtons avec ce terme occidentaux. C'est-à-dire, justement, c'est les Américains et les Européens. Voilà. Et les Européens feraient peut-être bien de se demander si leurs intérêts sont alignés sur ceux des Américains. Parce que face à cela, il y a en effet les BRICS, il y a en effet une puissance qui est extrêmement forte, avec des gens qui jouent des jeux divers. Ils ne sont pas forcément en train de trouver formidable ce que fait Vladimir Poutine, pas du tout. En revanche, ils ont décidé qu'ils n'achetaient pas le récit américains sur cette guerre, et du coup, en effet, ils n'ont pas d'état d'âme à acheter du pétrole russe, à vendre des matières premières. Et si nous refusons de regarder cette réalité, nous continuerons à nous illusionner et à ne pas voir, en effet, que le front est en train de bouger. Est-ce que c'est vrai ça que la Russie n'est pas isolée? Parce que si c'est l'adversaire de la guerre de demain de la France, on a un adversaire beaucoup moins isolé que ce qu'on pensait. Oui, mais elle n'est pas du tout isolée. En fait, elle n'est isolée que des pays d'Europe, finalement de l'Union européenne, parce que même les Américains ont rouvert des canaux de discussion. Trump et Poutine se sont rencontrés. C'est pas vraiment une marque d'isolation de la Russie. J'ajoute que sur la partie énergétique et économique, on continue, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, d'acheter du gaz, nous, Européens, du gaz et des matières premières aux Russes par des chemins détournés, mais on le fait quand même. Ça paraît fou, ça. C'est ce qu'on apprenait sur ces plateaux. En payant plus cher, c'est tout. Non, mais c'est on paye plus cher. Quand Trump a dit aux Européens, attendez, mais vous, et on ne parle pas seulement des Hongrois ou des Slovaques, non, les Européens en général, y compris les Français, etc. Vous continuez à donner de l'argent. En fait, on donne à Poutine, on achète du gaz. En échange d'armes, enfin je ne dis pas en échange d'armes, mais ça lui permet de payer en partie sa guerre. Oui, ça lui permet en partie de payer sa guerre. Après, sur la difficulté de prévision, parce que c'était le départ de votre question, je pense qu'en fait, depuis le début de cette guerre, moi ce que j'observe, c'est qu'on a toujours un cycle de retard sur ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire qu'en 2023, on a pris le parti de juger l'armée russe et l'armée ukrainienne sur ce que c'était en 2022. En 2024, on était toujours en 2023, et aujourd'hui on est en 2025 et on continue d'avoir le discours de 2024. En fait, les choses changent parce qu'à la guerre, les choses ne sont pas linéaires. Il y a un moment, il y a des effets de cliquet, c'est-à-dire que pendant tout un temps, le front ne va pas bouger, mais vous allez avoir des effets de fond, d'affaiblissement structurel de la logistique, de la ressource humaine en soldats qui vont se faire sentir, et puis d'un seul coup, les choses se débloquent à un endroit, ou alors se débloquent totalement, et il y a des évolutions. Idem dans le domaine diplomatique, idem dans le domaine économique. Vous pouvez avoir l'impression d'une stagnation, puis en fait, à un moment, il y a soit des effets d'effondrement, soit au contraire des effets de montée en puissance très rapides. Et c'est le fait de ne pas suffisamment prendre en compte ces dynamiques qui ne sont pas des dynamiques linéaires qui fait qu'on a du mal, en réalité, aujourd'hui, à suivre la guerre en Occident. On a désappris comment ça marchait. Mais
Un des problèmes qu'on a en analysant la Russie, c'est qu'on analyse avec un prisme occidental, avec notre rationalité d'occidentaux. On se dit, bon, si ça arrive, forcément, le résultat sera X. Et on ne peut pas analyser la Russie avec une mentalité d'occidental. Il y a cet espoir que nous avons tous eu au début de la guerre, dire, bon, la Russie va s'effondrer au début. En 2022, l'armée russe, c'était la déroute totale. Mais ça m'a fait penser à ce qui s'est passé quand les Allemands ont envahi en 1941. C'est que les premiers 6 mois pour l'armée soviétique étaient désastreux, et puis tout d'un coup ils se sont réveillés. Staline a bien voulu accepter 4-5 jours après l'invasion allemande qu'il y avait une invasion, et puis le résultat on l'a eu en 1945. Alors je dis pas que c'est ce qui va arriver aujourd'hui, parce que il y a aussi des gros problèmes à l'intérieur de la Russie. Et le fait qu'elle soit moins isolée veut aussi dire que les informations du reste du monde y arrivent aussi. Et ça, c'est une grande différence avec l'époque soviétique. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle ces déclarations très fortes du chef d'état-major des armées français disant la France doit se préparer à un choc d'ici 3 ou 4 ans avec la Russie. Écoutez ce clip d'information, propagande comme on voudra, des armées françaises sur le danger de guerre à court ou à moyen terme. Incident détecté. Faites-moi un point de situation. On a subi une intrusion sur notre système. On peut le basculer sur un autre serveur. Je vous en ai tout. Source détectée. Ok, isolez le réseau. 1948. Armée de terre, peux-tu le faire ? Arrêtons-nous maintenant aux préparatifs. On a parlé tout à l'heure des préparatifs conventionnels. Ça, c'est le Canard enchaîné qui le révélait. Ce sont même les préparatifs, disons, jusque dans les hôpitaux. La révélation du Canard enchaîné qui a été confirmée par les services de TF1 et d'LCI. Les agences régionales de santé ont été averties par le gouvernement de la nécessité d'anticiper des situations de crise. Tout le monde est concerné, médecins, infirmières, aides-soignantes, sages-femmes, anesthésistes, réanimateurs, tous invités à se préparer d'ici au mois de mars 2026 pour un possible engagement majeur. Il est possible d'estimer que le territoire national pourrait être confronté à un flux de l'ordre de 100 000 à 500 000 hommes sur une période de 10 à 180 jours. Question à vous sur ce plateau, là encore, pourquoi en dehors de la... Bien sûr, tous les États se préparent à la guerre, mais le fait qu'on le dise, le fait que ces circulaires soient faites, laisse entendre qu'il y a des préparatifs particuliers de la Russie. Mais c'est parfaitement normal d'avoir, dans un contexte mondial comme celui que nous vivons, une armée qui se prépare à toutes les éventualités et une population qui doit être avertie du fait que nous ne vivons pas dans un monde merveilleux où tout le monde s'aime. C'est tout, c'est la base. Et il est tout à fait sain de tenir un discours aux Français et de leur dire non, nous ne sommes pas dans une vallée de roses et il faut savoir ce qu'on doit faire en cas de danger imminent. Ça ne veut pas dire que réellement on va déclencher une guerre dans 6 mois. Non. Et je ne pense pas. Natacha Polony, le ton a changé. Ne me faites pas comme si, ne me faites pas le numéro, il n'y a rien à signaler. Je suis ravie que le ton ait changé. Moi, ce qui me gênait, c'était qu'avant, nous vivions dans l'illusion que tout le monde nous aimait et que le commerce, ça suffisait. Alors, qu'est-ce qui a changé ? J'aimerais votre avis sur ce plateau pour ramasser beaucoup de choses qu'on a dites. Je rappelle, Poutine a fait la guerre en Tchétchénie, c'était déjà en 99, je crois, 2000. C'était très violent, c'est une guerre très violente. On comprenait là que ce n'était pas un enfant de cœur. Après, on l'a rappelé, 2008, 2014, 2022. Et maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Ce ton d'alarme, c'est maintenant. Regardez la carte du rideau de fer, puisque ça rappellera aux gens. Vous êtes c'est ma génération, ça. C'est ma génération. Quel âge avez-vous, général Yakovlev ? J'ai 67 ans. Bon, la vie commence. Tino Rossi, la vie commence à 60 ans. Regardez cette carte où on voit, ça rappellera. J'étais lieutenant à l'époque. Oui, mais Darius, en 89, vous étiez lieutenant. Juste un mot, Darius, sur la Tchétchénie. Le problème que nous avons, c'est qu'en effet, Vladimir Poutine a fait une guerre épouvantable. La seule réaction que nous avons eue, c'est de considérer que toutes les populations tchétchènes qui demandaient l'asile devaient être accueillies et que même quand c'était des gens qui n'adhéraient pas à nos valeurs, voire qui les remettaient en cause, c'était pas grave, on les gardait. Et je rappelle que l'homme qui a décapité Samuel Paty était tchétchène et était arrivé dans ces circonstances-là. Et ça nous ramène au début de l'émission. Nos ennemis ne sont pas forcément nos amis. Regardez cette carte, effectivement, le rideau de fer tel qu'il existait en 1989, qui était évidemment beaucoup plus à l'ouest, avec une moitié de l'Allemagne qui était sous la botte soviétique, et celui qui est maintenant non dit, mais on peut considérer que c'est un nouveau rideau de fer. Qu'est-ce que ça change, Benoît Billan, en termes stratégiques, si la Russie doit tenter quelque chose ?
Ça change qu'elle parle de beaucoup plus loin et qu'en fait la menace est directement à ses frontières. Le rideau de fer, les conquêtes soviétiques de 1945, elles visaient surtout à empêcher une redite de l'opération Barbarossa, l'invasion allemande, c'est-à-dire de créer un glacis défensif. La mentalité des dirigeants russes n'a pas changé fondamentalement, leur géopolitique, leur vision de la géopolitique n'a pas changé fondamentalement. S'ils ont voulu prendre la Crimée en 2014, c'est parce qu'ils craignaient des bases de missiles en Crimée qui mettaient Moscou à portée de missiles en deçà des capacités de réaction de la chaîne de commandement russe. S'ils veulent aujourd'hui neutraliser l'Ukraine, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir de troupes de l'OTAN en Ukraine qui seraient pour eux une menace, etc. Expliquez c'est leur bien perception. Cette notion spatiale, restons sur la carte, c'est-à-dire que pour nous, Européens de l'Ouest, ces frontières-là, elles étaient appelées à plus bouger. On vivait dans l'idée que pour l'éternité, personne ne pense qu'on va recorriger les frontières avec la Belgique ou le Luxembourg. Non, eux, ils vivent dans l'idée qu'il faudrait vraiment qu'ils aient plus d'espace de sécurité vers à leurs frontières est. Oui, parce que nous avons on parle de droit des peuples, de souveraineté, de rapport économique. Oui. Ils ont une vision beaucoup plus réelle politique à la Bismarck, si vous voulez. On est dans une géopolitique du 19e siècle. Militaire avant tout, c'est-à-dire je prends un glacis parce que sinon les autres sont une menace. C'est-à-dire, on ne voit pas le monde de la même manière. Là, c'est pas une question d'herbivores et de carnivores, c'est une question de gens qui vivent dans un monde où il y a que des ennemis potentiels et de gens qui ont oublié que il n'y avait pas forcément que des ennemis, mais qu'il y en avait aussi. Est-ce qu'ils rêvent encore d'entourlouper les Européens ? Je recommande à tous ceux qui nous écoutent une lecture qui est fantastique. Ça vient de paraître aux éditions Belles Lettres. Je précise que je n'ai pas d'action chez les Belles Lettres. C'est les verbatim des conférences de Téhéran, Potsdam, Berlin. Et on voit à quel point Staline roule les Américains. Il dit oui, ne vous inquiétez pas, il y aura des élections libres en Pologne, en Bulgarie. Et les Américains et les Anglais savent bien que ce n'est pas vrai, mais ils le laissent. Est-ce qu'ils rêvent encore de ça, de rouler les Européens ? Oui, sans doute, mais je dirais qu'il joue plus sur nos perceptions pour avancer ses objectifs. Staline, par-delà le caractère criminel du personnage, a la même approche extrêmement réaliste des relations internationales. Il se méfie des Occidentaux autant qu'il en a besoin pendant la Deuxième Guerre mondiale, et dès qu'il voit en 1944 que c'est bon, il va gagner contre la Wehrmacht, eh bien, il commence à avancer ses pions pour l'après-guerre, pour la confrontation d'après. C'est la logique sur laquelle est la Russie aujourd'hui. Une fois que la question de l'Ukraine sera réglée, sur la carte, il y a un autre petit endroit qui s'appelle Kaliningrad. De l'autre côté de Kaliningrad, il y a les pays baltes. Et entre la Biélorussie et Kaliningrad, il y a un étroit corridor. Aujourd'hui, nous ne savons pas défendre cette zone-là, mais en même temps, nous pouvons menacer Kaliningrad. Eh bien, c'est la prochaine crise géopolitique. Restons un instant sur cette carte. Poutine est né là-haut, là-bas, à Saint-Pétersbourg, un peu plus haut là. Et pour lui, sa vision du monde est très liée à ça. C'est un homme de cette région-là de l'Europe. Ça compte beaucoup. Quand vous êtes en Estonie, vous êtes tout près de Saint-Pétersbourg. Donc forcément, et la Finlande, qui est maintenant dans l'OTAN, est tout près de Saint-Pétersbourg, qui est la deuxième capitale de la Russie. Enfin, la première historiquement, mais la deuxième symboliquement. C'est évident que pour des gens qui ont une vision obsidionale du monde, ce complexe de l'assiégé, ils ne peuvent pas s'empêcher de voir ça comme une menace. Si nous ne tenons pas compte de ça pour être dissuasifs à notre tour, on fabriquera la crise d'après. À la fois, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Au sens où vous raisonnez en stratège. Et tout ce que vous dites, je souscris. Mais je pense que Poutine, sur ce coup-là, ne raisonne pas en stratège. Pour Poutine, le fait que l'Ukraine ne porte pas le deuil de l'Union soviétique, ça lui est insupportable. Ça n'a rien à voir avec la stratégie. C'est un gros morceau, on le voit sur cette carte. Il veut qu'ils soient soumis, c'est tout. Et les Baltes, il veut qu'ils soient soumis. Et surtout, il ne veut pas qu'ils soient heureux. Le problème fondamental de Poutine, c'est que tous ces gars qui ont quitté l'Union soviétique sont devenus heureux. Joyeux de vivre, l'Estonie, etc. Ils étaient contents. Et ça, c'est comme le divorcé après le divorce. Il ne supporte pas que sa femme soit devenue Je recommande heureuse. les métaphores conjugales du général Yakovlev. C'est une métaphore, mais c'est une métaphore profonde. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Poutine. Il ne veut pas d'une Ukraine heureuse. C'est tout. Et alors après, on peut rationaliser en disant oui, non, mais c'est une histoire de glacier, etc. Et c'est réel et ça existe, au moins pour les subordonnés et les think tanks. Mais fondamentalement, Poutine nous hait et il nous veut du mal